si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit? Arracher la parole au silence. Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance. Illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté. Si maman m'avait dit. Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur mon podcast Si maman m'avait dit. Un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Je crois que nous avons tous eu ce moment où on aurait aimé que maman nous dise ce petit quelque chose. Vous avez été plusieurs à écouter notre dernier épisode avec Brice et son histoire, comme celle des autres, a retenti chez vous. Vos commentaires m'ont beaucoup fait plaisir, ça m'a fait sourire, des fois ça m'a fait rigoler. J'ai aussi appris que Brice avait certaines prétendantes parmi mes auditrices. Et comme à mon habitude, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont partagé le lien, qui ont laissé un petit commentaire. Et pour rappel, ce podcast est disponible sur toutes les plateformes Google, Spotify, Apple ou encore Anchor. Aujourd'hui, mon invité est Dipo, Eric Dipo. C'est un réalisateur que je connais depuis quelques années et son envie de partager des histoires qui ont de l'importance m'a toujours touché. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de l'avoir comme invité. Bonjour Dipo. Bonjour Diane. Comment ça va? Super. Alors Dipo, la question que je pose toujours à mes invités, c'est de savoir ce qu'ils auraient aimé que leur maman leur dise. Qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise? Je t'aime. Je t'aime. Ouais. Je t'aime, ouais. Pourquoi? Pendant des moments très très difficiles, lorsque j'ai perdu ma fille, j'avais juste envie que maman me dise je t'aime, me tienne dans ses bras et me prenne comme un enfant et me dise je t'aime et je me couche près d'elle, ouais, sous ses épaules. Parce que j'avais vraiment besoin de ça. D'accord. Cette envie de dire que cette envie de vouloir que ta maman te dise je t'aime, ça s'est surtout présenté lorsque tu as perdu ta fille ou c'est durant plusieurs étapes de ta vie? Oui, il y a plusieurs étapes de ma vie, ouais. Quelle est la première fois que tu as voulu que ta maman te dise qu'elle t'aimait? Pendant mes moments difficiles, quand j'étais au Nigeria, quand j'étudiais l'audiovisuel au Nigeria, ouais. C'était dur. C'était dur, c'était franchement. Qu'est-ce qui était dur? Le climat, l'alimentation, ouais. Et dans quel cadre tu te retrouves au Nigeria? Tu as suivi des études, une formation en audiovisuel, ouais. Mais dans quel cadre? C'est-à-dire qu'à quel moment tu as décidé de partir? Avec quels moyens? Bon, c'est compliqué en fait. C'était une sorte de bourse que j'avais reçue en fait. Mm-hmm. Et je vois tout le monde s'opposer dans la famille parce que tout le monde ne me voyait pas. En fait, l'audiovisuel au Cameroun, c'est vouloir devenir réalisateur, c'est un peu comme avoir raté sa vie en fait. Mm-hmm. Pour beaucoup de gens, on te voit plus dans l'administration. Ouais. Et donc, quand tu pars, en fait, tu pars un peu contre tout le monde. Je vais contre tout le monde. Donc ta mère aussi était contre? Ma mère était contre, mon oncle était contre. Mon oncle ne parlait même plus pendant longtemps parce que lui, mon oncle, mes tantes, c'est quand il voit mes notes à la dernière, vers la fin de ma formation qu'il m'écrit. Et il m'envoie les sons. Parce qu'on m'avait un peu, comme on dit, blacklisté en fait. Ouais, sans la bourse. Et c'était difficile parce que j'avais rencontré un ami là-bas, un Camerounais, Issa, qui est devenu mon meilleur ami. C'est lui qui prenait soin de moi, qui m'achetait des médicaments. Ouais. Et comment tu vivais au Nigeria? En fait, donc tu as eu la bourse? Dans la bourse, le repas, tout était inclus. Le repas, logement et tout. Ouais. Ah donc oui, on va dire que tu avais le basique, ouais, pour vivre ou dormir et ouais, quoi manger. En fait, c'était compliqué parce que les repas nigériens, je n'étais pas habitué en fait. On peut pas. En fait, il y avait des repas que je ne connaissais pas. C'était pas les repas qu'on mange au Cameroun. Et j'étais constamment malade. Ouais. Et je ne pouvais pas refuser parce que si je refusais de manger, je ne mangerais pas. Alors, est-ce que tu as un fils unique? Tu as des frères et sœurs? Si, j'ai des frères et sœurs. Donc tu as grandi dans une famille de combien d'enfants? Ma vie est un peu très compliquée en fait. Bon, raconte-nous, on aime les choses compliquées si maman m'avait dit. En fait, ma mère, mon histoire c'est tellement compliqué parce que ma mère, en fait, m'a eu quand elle était très jeune avec mon père, donc du coup j'ai plusieurs pères. Ma mère m'a eu et aujourd'hui j'ai mon mari de ma mère qui est mon père biologique qui est mon père, tu vois.
Donc du coup, ma mère est issue de 2 régions, mon père est issu d'une région. Donc du coup, j'ai tendance à dire que je suis Camerounais parce que ma mère est de l'Est, elle est yabassienne. Mon père, lui, il est Bangou, il est Bachungou et Bangou. Donc du coup, j'ai un peu ce mélange-là qui... Ouais. D'accord. Ton père et ta mère sont séparés, mais ta mère s'est remariée avec une autre personne que tu considères comme ton père. Oui, que je considère énormément comme mon père parce qu'il m'a apporté beaucoup dans ma vie aussi. Et mon père aussi s'est remarié aussi, que je considère sa femme comme ma mère aussi. Oh, waouh. Et en fait, quelle est quand tu étais petit, quelle est la première fois où ta maman t'a dit qu'elle t'aimait? Est-ce que ta maman te disait qu'elle t'aimait ou elle te montrait des actes d'amour? Non, en fait, non, parce que j'ai grandi avec ma grand-mère maternelle. Du coup, après ma grand-mère maternelle, j'ai été adopté par des Occidentaux. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Ah bon? Ouais. Je vois que j'ai un peu une éducation un peu occidentale dans ma manière de parler et tout. Et ce qui fait qu'en fait, l'affection... Comment ça? Quand tu as quel âge ta mère Ça, c'est aux alentours de 9 ans. Ta mère t'envoie chez sa mère? Oui, ma grand-mère, ma grand-mère, elle est cuisinière. Et autour, on vivait à Bonapriso. Du coup, il y a une famille blanche qui vivait dans les alentours, qui m'aimait bien. Je jouais avec leurs enfants. Et du coup, ils ont demandé à ma grand-mère m'adopter. Ouais. À 9 ans. Ta mère était cuisinière où? Non, ma grand-mère. Ta grand-mère était cuisinière où? Elle travaille chez les Sophie Aïda. Ah bon? Ouais. Donc du coup, Sophie, la mère de Sophie Aïda, du coup, m'a adopté aussi quand j'étais tout petit. C'est quand ils vont aux États-Unis, ils vont en France, qu'on n'a plus de contact. Donc du coup, tous les anniversaires avec les Sophie Aïda, je l'ai passé. Donc du coup, on peut croire que j'étais un enfant de la famille. Et après, ma grand-mère et tout. C'est pour ça que maman Aïda, le père de Sophie, tous me considèrent comme un enfant de la famille. Oh, waouh! Jusqu'aujourd'hui. Après ça, j'ai eu une éducation. Donc du coup, j'avais l'éducation de la mère de Sophie parce que la mère de Sophie s'occupait de mes études. Ah bon? Jusqu'à présent, Sophia et moi, on est comme des frères. Donc, du coup, beaucoup de gens me posent la question. Tu connais Sophie? On reste tout tranquille, on ne parle pas, elle et moi, c'est un peu ça. Oh, waouh! D'accord. Et donc là-bas, qu'une famille occidentale te voit notamment quand tu joues devant? Oui, non. Une famille blanche, tu veux dire? Oui, ça c'était de l'autre côté, d'où ma grand-mère vivait. D'accord. Oui, et c'est là alors où je vis avec eux. Du coup, j'ai cette affection. Donc tu habitais avec eux? Oui, j'ai grandi avec eux, j'habitais avec eux. De quel âge à quel âge? De 9 ans jusqu'à 17 ans, comme ça. Tu habitais avec une famille blanche? Ouais. Ah, mais ça m'intéresse. Raconte-nous un peu. En fait, c'est quoi? C'est déjà ma grand-mère m'apportait tellement d'affection que j'aime beaucoup. Jusqu'aujourd'hui, j'aime beaucoup citer. En fait, ma grand-mère s'appelait Awa Madeleine. Du coup, pour ma grand-mère, en fait, c'est un monument. En fait, ma grand-mère n'a pas fait de longues études, mais ma grand-mère m'a appris le mindset depuis que je suis gamin. Elle m'a toujours appris à être meilleure, en fait. Tu vois, un peu chaque fois, quand je pense à ma grand-mère, je dis, c'est grâce à ma grand-mère que je suis ce que je suis aujourd'hui. M'a appris à être aimé. Mais maintenant, ma mère n'avait pas cette éducation. Du coup, ma mère, c'est bonjour. Tu vois, moi, j'ai grandi dans une famille où on me disait Eric, je t'aime, des trucs comme ça. Du coup, c'était un peu cette confrontation après qui me traumatisait. Du coup, j'aime bien qu'on me dise je t'aime, j'aime qu'on me tienne par les mains, j'aime les câlins, tout ça. En fait, ça a été mon quotidien pendant longtemps. Ouais. Alors, moi, j'aimerais savoir, cette famille française, belge, ouais. Autant pour moi, belge, blanche, décide de t'adopter. Donc, ils vont voir ta grand-mère. Ta grand-mère, qu'est-ce qu'elle te dit quand elle te dit que tu vas peut-être chez Pour ma grand-mère, en fait, c'était comme... pour elle, elle était fière parce que, du moins, son petit-fils ne devait pas connaître la vie de ses enfants, en fait. Donc, du coup, de sa famille, avoir une éducation poussée, en fait... Le concept africain, c'est qu'un enfant qui va vivre avec les blancs, forcément sa vie est déjà tracée et tout. Voilà c'était un peu ça. Donc du coup, c'était pour elle un sacrifice, c'était pour elle d'accepter de me perdre, mais en même temps, c'était pour elle d'avoir une vie heureuse. En fait. Et comment ça s'est passé? Comment on vit de 9 ans à 17 ans avec une famille belge? Comment ça se passait en fait? C'était compliqué parce qu'en fait, à table, j'étais le seul noir. Tu vois, et il y a parfois des paroles racistes qui sortaient souvent, pas contre moi en fait, contre les autres, mais en fait je me sentais indexé tout le temps, tu vois, un peu parce que d'une manière d'une autre j'étais le seul noir, donc on était tous là, mais j'étais le seul noir, nos amis étaient blancs, donc du coup à un moment donné ça me rendait un peu fou, dingue, et je voulais me connaître moi en fait en tant que noir. Oui, mais quand tu as 9 ans, tu n'entendais pas conscient. Non, je parle quand tu as 9 ans, tu es content parce qu'on t'apporte des haribots, donc du coup tu peux prendre du chocolat et c'est plus la même vie que tu avais mangé dans une cuisine traditionnelle africaine. Tu as une autre vie, tu vois, tu dors dans un lit bien doué, donc c'est différent. Mais à un moment donné, je t'assure Audrey, c'est que
veux avoir ta vie. Un moment, je me posais des questions. Qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Tes grands-parents, ils vont voir des blancs là. C'était un peu ça qui me... C'est quoi, c'est à partir de l'adolescence Oui, à partir de l'adolescence. Que tu as commencé à avoir des questions existentielles? Ouais. Tu avais des rapports avec tes grands-parents, ta mère? En cachette. Parce qu'ils m'interdisaient de voir mes parents. Ah bon? Ouais, mais en cachette. J'allais tout le temps en cachette voir mes parents. Parce que pour eux, ils voulaient couper tous les ponts en fait. C'est ça, à un moment donné, j'ai fugué. Ah bon? Oui, parce qu'à un moment donné, oui, ça c'est ma vie en fait. Ah, ils voulaient que ce soit tes parents. Donc tu les appelais comment, papa, maman? Je les appelais papa, maman. Je ne pouvais pas les appeler par leur prénom, par leur nom. C'était une obligation d'appeler papa, maman en fait. Tu vois, et j'avais des papiers qui étaient déjà pris en cours. Du coup, j'ai dû faire tout pour qu'on annule en fait. Et fuir pour reprendre mes anciens papiers. Je devais en fait m'appeler Leclerc. Donc du coup, c'est un peu ça. Pour ceux qui connaissent, qui m'ont vu grandir à l'hôtel de l'air, on te dit, ouais, c'est ça, c'est Eric. Parce que j'ai grandi ici à côté. Waouh. Donc, et c'était compliqué parce que de savoir, en fait, je me souviens un jour, on était dans la voiture, j'ai vu des amis et des camarades, je me suis caché dans la voiture parce que j'étais avec mes parents blancs, parce que moi, ils ont tellement mal pris parce que et maintenant on m'accompagne tout le temps à l'école parce que il fallait qu'on voie que c'était mes parents. Et moi, ça me faisait tellement mal parce qu'on voit tout, tes parents et tout, tes parents sont noirs. C'est un truc que je raconte pas souvent trop aux gens parce qu'en fait, oui, ce côté de ma vie. Et quel justement souvenir tu gardes de ces 8 ans quand même, hein? De très beaux souvenirs. C'est qu'il y a eu de mauvais, mais de très très bons souvenirs parce qu'en fait, ma mère aussi, parce que je l'appelle ma mère et mon père à son âme, il est décédé, m'ont appris beaucoup de choses en fait, beaucoup de valeurs, ce qui fait aujourd'hui qu'il y a une certaine différence entre mes frères et moi. Quand j'essaie de discuter, même avec les gens, certaines valeurs, simplifier la vie, de voir la vie différemment, d'être un challenger, ouais, non, c'est un peu ça. Ok. Qu'est-ce que tu dirais au jeune garçon à l'époque qui s'est posé des questions sur son identité? Est-ce qu'aujourd'hui il s'est retrouvé? Ouais, je me suis retrouvé parce qu'en fait aujourd'hui je suis fier en fait d'être ce que je suis aujourd'hui, de ce métissage en fait que je suis. Et c'est pour ça qu'au travers de mes films, en fait, j'essaie de raconter ce que je suis. Ouais. Donc, à 17 ans, vous vous séparez parce que toi, tu fugues. Tu fugues. Je fugue. Et eux, ils rentrent. Ils me cherchent. Après un moment, ils me détestent parce que je fugue, en fait. Tu vois un peu, je fugue et je vais me cacher à l'est. Donc, on ne peut pas me voir, en fait. Ouais. À 17 ans? Ouais, je fugue parce que j'avais envie de fuir. En fait, je sais pas comment t'expliquer. C'est pas que j'étais maltraité, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer ça, c'est que j'avais besoin d'être moi, de ressentir. Il n'y a rien en fait, je sais pas comment t'expliquer, de savoir qu'en fait, ton père, là, il est, même si c'est qu'il est maçon en fait, c'est ton père, tu vois. C'est que tu veux avoir cette affection là. L'affection là, tu veux, c'est vrai, c'est un peu comme une affection l'affection qu'on te donne ailleurs en fait, c'est pas que j'ai quelque chose contre eux, tu vois un peu, mais c'est qu'à un moment donné, je ressentais le besoin d'avoir mes propres parents parce que j'allais de temps en temps les voir en cachette. Donc du coup à un moment donné j'avais envie de vivre ça, de m'asseoir et manger des beignets haricots, de manger du foufou en fait, tu vois un peu, du couscous et tout ça en fait me manquait, de voir mon enfance de 9 ans, toutes les choses que j'avais à un moment, tout le temps dans ma tête je revoyais mon enfant, même quand j'étais seul je revoyais mon enfance. Mais ta grand-mère étant votre voisine, vous n'en parliez pas? Elle est décédée après ça. Elle était décédée après ça? Ouais, donc du coup, j'avais plus de contact. Donc, tu vois, tout ça, en fait, me rendait triste, en fait. Ouais. Me rendait triste. Ouais, tu étais dans un environnement que tu n'avais pas choisi et que tu ne connaissais pas. Et ouais. Est-ce que c'était une impression un peu de subir une vie que tu n'avais pas choisie? Ouais, justement, ouais. J'avais l'air heureux, entre guillemets, aux yeux des gens. Tu vois un peu, oui, parce qu'en fait mes parents, je peux pas te dire que mes parents adoptifs avaient, si tu te dis qu'ils avaient avec leurs enfants, s'ils offraient un biscuit à leurs enfants, c'est le même biscuit qu'ils m'offraient. Si c'est que j'avais un jouet, c'est le même jouet qu'ils m'offraient en fait. Donc il y avait pas de différence, tu vois un peu. Et dans les mots en fait. Et mes frères ne m'appelaient pas le gars, ils m'appelaient leur petit frère. Donc du coup, j'étais le tout dernier de la maison. Donc du coup, c'était pas je peux pas te dire, si tu te dis que ok, il me détestait, il me lançait des mots, non. Vous êtes restés en contact?
Parce que ces enfants, ou même cette maman, si tu t'avoir élevé pendant 8 ans, ça veut dire qu'ils pensent à toi quand même jusqu'à aujourd'hui, je pense. Je suis resté en contact avec une personne. Mon frère, tu vois, Michael, mais après ça, c'était plus trop. Vous savez, les autres, c'était un peu une sorte de trahison en fait. L'amour qu'ils avaient pour moi, tu vois, un peu, je les avais Trahi. Et moi, je les comprends. Tu vois, un peu, parce qu'en fait, ils m'avaient aimé comme leur propre frère. Et moi, en fait, au fond, c'est que je les ai pas aimés comme étant moi, je les comprends, en fait. Et je les en veux pas. Tu leur as expliqué? Non, je pourrais pas expliquer. C'est des choses qu'on peut pas expliquer, en fait. C'est des choses qu'on peut pas expliquer là. Mais je me souviens quand même que j'avais laissé une lettre à ma mère en lui disant « Rassure-toi, je serai ce que tu veux. » Tu vois. Et je vais me battre, en fait. Et chaque fois, je me bats avec ce sentiment qu'en fait, là où elle est, qu'elle soit heureuse, en fait. Parce que pour moi, en fait, c'est ma mère. Au fil des années, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ma mère. Mais je ne pouvais plus revenir en arrière, en fait. J'avais déjà fait ce choix de ma vie. Qu'est-ce que ça dit que c'est ta mère? Parce que c'est elle qui était là quand tu t'es construit en tant qu'homme? Ouais. C'est elle qui était là, c'est elle qui m'a bâti, forcément. Donc, du coup, elle m'a donné des valeurs. Parce que ma mère ne m'a jamais... Ma mère ne m'a pas élevé, donc du coup, c'est ma grand-mère et mon autre mère. Alors, comment on grandit quand sa mère ne l'a pas élevé? C'est une question que je me suis souvent posée, d'ailleurs. On grandit avec le sentiment de haine à un moment donné. C'est vrai qu'à un moment, tu vois, à un moment donné, tu grandis avec le sentiment de haine. Au fil des années, c'est qu'en fait, tes autres frères ne te comprennent pas, tu ne comprends pas aussi. Parce qu'en fait, vous n'avez pas le même background, en fait. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Mm-hmm. Ouais. Et pour eux, c'est que tu es une personne différente. Mm-hmm. Pour eux, c'est que ce sont des personnes différentes. Mm-hmm. Tu vois, c'est que tu as ta manière de voir la vie, tu vois un peu. Mm-hmm. Eux, ils ont leur manière de voir la vie, en fait. Tu vois un peu. Donc, du coup, à un moment donné, il y a cette confrontation qui mais j'aime ma mère, en fait. J'aime ma mère. Ouais. Donc, à 17 ans, tu fuis, qu'est-ce qui se passe? Je fuis, je vais dans la famille de ma mère, en fait, à l'Est. Puisque moi, j'ai grandi avec ma grand-mère maternelle. Après ça, après des années que je rencontre mon père, qui est Bangou. Tu ne l'avais pas connu depuis? Je l'avais vu quand j'étais tout petit. Tu vois, à l'époque, il était encore étudiant. Donc, du coup, je n'avais pas cette relation avec lui. Tes parents t'ont eu à quel âge? Ma mère m'a eu à 19 ans, mon père m'a eu à 21 ans. D'accord. Il venait tout juste d'avoir son bac. D'accord. Ouais. Donc, du coup, quand je suis en contact avec mon père, tu vois, c'est vraiment pas facile parce qu'il faut se reconstruire. À un moment, tu te retrouves avec 3 pères, en fait. C'est compliqué parce que tu as le père, le mari de ta mère que tu estimes comme ton propre père. Parce que tu es un Bantou, tu es un Africain. Et que tu aimes énormément parce que vous êtes tout le temps ensemble. Parce que tu peux avoir maman, ça c'est ton père, il t'appelle fiston. Tu as ton propre père. Et tu as ton père adoptif qui t'a toujours appelé. Ton père adoptif qui a dormi avec toi tout le temps. Parce que quand tu étais malade, tu avais peur de la foudre. Il t'a amené sur le lit avec son épouse parce que j'avais peur du tonnerre, en fait. C'était ma phobie, en fait. Du coup, il t'amène, vous dormez ensemble. Quand vous voyagez, il est avec toi. Vous dormez dans le même lit. Qui te fait des câlins toute la nuit. Quand tu as peur. Et qui te dit le matin, je t'aime. C'est compliqué, Audrey, à un moment donné. C'est que tu as 3 visages qui défilent dans ta tête. Ouais. Je comprends un peu ce que tu veux dire, parce que moi, j'ai été élevée par le mari de ma mère, mon beau-père, que j'aime beaucoup, Gilbert. Moi, je l'appelle tonton Gilbert. Et c'est marrant parce que mon dernier petit frère Dimitri, j'ai toujours essayé de l'appeler au maximum devant lui, son père, papa. Enfin, pour pas que mon petit frère ait l'impression qu'il y ait une différence. Mais c'est vrai que mon beau-père, qui est marié à ma mère depuis 20 ans, pour moi c'est mon père, quoi, parce que c'est lui qui m'a élevé, c'est lui qui était là toute mon adolescence, ce sont ses valeurs que j'ai aussi. Et après, je reconnais que j'ai mon père, René, qui m'a mis au monde et qui était aussi plus ou moins présent. Mais en termes de construction, Gilbert était plus là. Et j'ai aussi un oncle, Jeannot, qui a aussi été présent dans ma vie. Donc moi aussi, des fois, je me dis, quand je vais me marier, je vais avoir combien de personnes? 3 papas, un qui va me tenir, un qui va tenir ma robe. Et je comprends un peu ce que tu veux dire. Mais comment, en fait, on crée une relation avec une maman qui nous a pas élevés? Comment on crée une relation avec un papa qu'on n'a pas connu? Mais en fait, c'est un peu comme tu as dit tantôt, c'est que avec ton père, Rémi, c'est qu'à un moment donné,
que tu veux, que tu ne veux pas, en fait, c'est le sang, en fait. C'est un truc que tu ne peux pas combattre. Tu vois, on ne choisit pas, en fait, son père. On ne choisit pas, en fait, sa mère. Tu vois, même si elle est folle, c'est ta mère, en fait. Même si c'est la femme la plus bête du monde, c'est ta mère. Mais comment toi tu as fait? Parce que ça demande aussi peut-être de pardonner. Parce que quand on est enfant, on peut vivre ça comme un abandon. Ne pas comprendre les choix qui ont motivé nos parents. Donc ça veut dire que si tu veux peut-être recréer une relation, il faut que tu pardonnes à tes parents. En fait, j'avais déjà appris certaines valeurs, en fait, qui est le pardon. Et j'ai appris à pardonner. J'ai appris à pardonner. C'est un peu comme mon tout premier film que j'ai fait avec Clément, ça parle du pardon. C'est un peu tout ça, en fait, de ma vie, en fait. C'est tout ça, en fait, de ma vie. Et je crois qu'à un moment donné, il faut pardonner. Pour essayer d'être en paix avec soi-même. Et tu sais, le métier que nous faisons, que ce soit toi, que ce soit moi, c'est un métier où quand tu es en paix avec toi, tu peux créer. Quand tu n'es pas en paix avec toi, ça se reflète dans ton propre travail. Ouais. Donc tu as pardonné à tes parents et tu es allé vers eux, à bras ouverts. Oui, bien sûr. Et voilà, aujourd'hui on se voit, on n'a pas de problème. C'est vrai que d'une manière ou d'une autre, que ce soit l'un, que ce soit l'autre, ils ressentent toujours une distance de mon côté. En fait, c'est pas de ma faute, c'est que j'ai appris à... Les valeurs qu'on m'a appris, c'est que quand tu es chez toi, c'est que tu restes chez toi. Tu ne te balades pas, tu vas pas en famille. Donc du coup, à un moment donné, la famille africaine et ma famille est un peu restée très conservateur. Donc du coup, il faut qu'on se voie tout le temps, il faut qu'on aille, il faut qu'on fasse aussi les fêtes et tout. Et moi, ça ne m'intéresse pas en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est rester devant ma machine avec mon épouse et bavarder. Donc du coup, à un moment donné, on trouve que je suis trop avec ma femme. Du coup, par contre, ma femme me demande d'aller voir ma famille. Mais du coup, ce qu'on ne sait pas en fait, c'est quelles sont les valeurs que mon père m'a appris en fait. Il m'a appris qu'en fait, ta femme en fait, c'est le centre de tout. Et ta famille, c'est ça qui est le plus important. Et justement, c'est dans le cadre de ta relation avec ta femme, vous êtes mariés depuis combien de temps? 5 ans. Que justement, tu aurais voulu que ta mère soit plus présente. Ou qu'elle te dise qu'elle t'aime. Pendant ces moments, parce que pendant ces moments, quand je traverse des moments très difficiles, pour moi, c'est les moments les plus difficiles de ma vie, quand mon épouse et moi, nous perdons notre enfant. Et on a tendance à croire qu'en Afrique, du moins les hommes, les femmes ont tendance à croire que nous, les hommes, on ne souffre pas en fait. Pour moi, c'est les moments les plus obscurs de toute ma vie. Si je n'avais pas ouvert ma Bible pour la première fois, que je n'étais pas chrétien, je pense que je me serais suicidé. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti, ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé? J'ai eu très mal parce que tu sais, quand tu n'as jamais vécu cette expérience, en fait, moi je n'avais jamais vécu, j'avais lu, je lisais souvent des articles sur internet, bon, je passais souvent dessus comme ça, des gens parfois qui me parlaient de leur témoignage, bon, ça me dit absolument rien, tu vois, mais quand je perds ma fille à 8 mois et demi. Tu perds ta fille à 8 mois et demi? Dans le ventre. Ouais, imagine toi, tu es un père qui attend pendant toute cette période. Je suis hyper content de savoir qu'en fait tu auras une fille en fait, et tu es tellement heureux, de temps en temps tu es près de ta femme pour que le bébé te donne des coups de pied et tout. En fait, tu vis la grossesse. Ouais, surtout que 8 mois et demi, c'est quand même près d'une année d'aventure, quoi. Ouais, près d'une année d'aventure. Et d'un seul coup, pam, l'enfant ne bouge plus. Au même instant, vous courez, vous allez à l'hôpital, et quand vous arrivez à l'hôpital, on vous demande d'aller faire l'écho. Quand on fait l'écho, on vous fait comprendre. Et ce qui m'a un peu plus marqué, c'est quand on fait l'écho, tu sais, ici au Cameroun, on a tendance à bien annoncer les choses. Je me pose la question si certains médecins ont besoin d'un psychologue au Cameroun. Excuse-moi. Parce que, pam, au lieu de nous appeler au bureau, c'est devant le gars nous dit, mais le bébé est mort. Devant tout le monde. Devant tout le monde, on vous annonce que le bébé est mort. Ouais, je t'assure. Avec des infoltures. Ouais, et je vois ma femme se fondre. Je vais même, il faut la tenir en fait. On est tout jeune. Tout jeune. On n'a aucune expérience de la vie. Elle et moi en fait. Et si j'ai l'impression que si c'est qu'il fallait revenir en arrière, je pense que j'aurais pris une bouteille, mettre ça au médecin en question en fait. Donc qu'il ait un souvenir en fait que prochainement il ne devrait plus jamais me parler comme ça. Je disais ça récemment à quelqu'un en fait, que si on rentrait en arrière, je pense que je l'aurais blessé pour qu'il retienne toute sa vie. Et il fallait vivre avec ça. Et
À l'instant, je crois pas. Je dis à ma femme, non, c'est faux ce qu'il raconte en fait. Et je prends la valise de l'enfant, parce qu'on avait préparé des éléments quand l'enfant va naître et tout. Et ma femme avait préparé, elle m'avait dit, ici c'est que arrive, prends tel sac, prends tel élément. Je prends tous les éléments, ma femme me voit comme si, je dis à ma femme, non, moi je crois que l'enfant va naître. Parce que pour moi, la médecine au Cameroun, j'y crois pas en fait. Parce qu'avec toutes les expériences que nous on a vécues, je crois plus en fait, je crois plus. Et voilà comment on arrive. Et l'enfant était vraiment décédé. J'ai pleuré en fait, je souffrais dans mon âme. Il y avait Zachary Nyogé et Chantal Eddy qui m'ont beaucoup apporté pendant cette période. Toi aussi, je pense, pendant la période, tu pensais au studio ISL. Ouais, parce que personne ne savait ce que je vivais, c'était au studio ISL que tout le monde ressentait, comment j'étais dépressif et tout. Et j'étais là et la seule chose que je regrette aujourd'hui, c'est quand mon feu oncle m'a demandé de voir le visage de mon bébé avant qu'on l'enterre. J'ai dit non, je ne pouvais pas supporter en fait. Et je regrette aujourd'hui, je le dis tout le temps à ma femme, je regrette en fait. Pourquoi tu regrettes? Parce que j'aurais au moins vu son visage, ça serait resté dans ma tête. Parce que chaque jour, je veux voir son visage. Je veux voir à quoi elle ressemble en fait. C'était il y a combien de temps? Ça fait 4 ans. Et à cette période-là, tu n'as pas ressenti, entre guillemets, l'amour que tu attendais de ta maman? Oui, parce qu'en fait, tu sais, avoir vécu dans une famille occidentale, je sais une chose, c'est que ça aurait été mon autre mère, elle m'aurait embrassé. Elle aurait même fait une bise centrale parce que ce qu'elle aimait bien soit me faire, tu vois un peu, pour me dire je t'aime. Ma mère était là, je vais pas dire, ma mère était présente, tu vois. Elle était tellement, même ma mère biologique était tellement présente, mais en fait, je sais pas si tu essaies de me comprendre, c'est que j'aurais voulu qu'elle t'enveloppe. Qu'elle m'enveloppe, ouais. Qu'elle me dise à l'oreille, je t'aime. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Mon bébé, je t'aime. Sois fort. J'aurais voulu pleurer dans ses bras. Pas pleurer devant les gens, en fait. Ouais. Pas craquer. Je suis sûr d'une chose, c'est que si elle m'aurait fait ça, Voilà, c'est un peu ça. Pendant cette période. Comment tu as vécu ce deuil en tant qu'homme? Parce que des fois, on attend que l'homme soutienne sa femme. Est-ce que toi, tu t'es senti soutenu? Je pleurais beaucoup en cachette pour éviter parce que ma femme souffrait énormément. Tu vois. Parce qu'autour de nous, les gens ne comprenaient pas. En fait, tu sais, généralement en Afrique, on mystifie un peu tout. Tu vois, et on mystifie tout. Et généralement, les familles, que ce soit de mon côté, soit famille, on mystifie tout, ces histoires de maraboutage, pour voir si c'est un sorcier qui a fait. Moi, en fait, c'est des conceptions que c'est pas dans mon éducation, en fait. Je crois que ça existe, la sorcellerie, parce que nous sommes africains. Mais c'est pas la première chose à laquelle tu penses quand tu as un malheur qui t'arrive. Quand un malheur qui t'arrive, on appelle des faux prophètes et tout. Du coup, à un moment donné, ça... Et pendant cette période, c'est parce que nous, on avait besoin, en fait. Nous, on avait besoin qu'on nous dise tout le temps qu'on nous aime, en fait. Tu vois? Et que ce sont des choses qui arrivent aussi. Et que c'est des choses qui arrivent aussi. Il y a beaucoup de femmes qui font des fausses couches. Oui, il y a beaucoup... Justement, tout ça. Et qu'on ne sait pas ça. En fait, de vouloir dire tel affaire, en fait, ça... Tu vois, à un moment donné, ça te crée la haine, en fait. La haine vis-à-vis. Et moi, c'est pas mon truc. Tu vois, et la grâce, je rends grâce à Dieu parce que à ce niveau, ma femme et moi, on était très forts parce que on aurait cru peut-être à des faux prophètes, on aurait haï beaucoup de gens autour de nous, on aurait cru à ce que, parce que moi, je vais pas chez les marabouts, s'il y a des histoires de trucs, je vais ça en fait. Donc du coup, si c'est qu'on aurait cru à ce qu'on venait dire, on aurait détesté un certain nombre de personnes. Ce qui fait que nous, on n'a pas géré ça, ce qu'on a dit, on a dit Seigneur, nous te remettons tout entre tes mains. Et nous savons qu'autour de nous, il y a des gens qui ont vécu ça. Parce qu'aujourd'hui, la médecine au Cameroun, ce que je déplore de ce gouvernement, en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent pour rien. Et beaucoup de médecins ne se recyclent pas. Ils sont devenus des businessmen, il n'y a plus de déontologie dans le travail. Et aujourd'hui, comment tu vas et comment va ta femme? On va super bien. On est, par la grâce de Dieu, on va super bien. On est devenu très fort. Aujourd'hui, on peut partager notre expérience aujourd'hui avec les gens. Et aider les gens en fait. Et on rit surtout parce que les gens trouvent un peu que je suis un peu très dur avec le système, très dur avec beaucoup de choses qui se passent, mais ce qu'on oublie, c'est qu'on est passé par des choses qui nous ont rendu durs, tu vois. Ouais.
on rit et puis on croit que Dieu peut faire beaucoup de choses dans nos vies. Et on essaie d'encourager les autres à être forts en fait. Je crois que pour différents épisodes que j'ai fait de ce podcast et différents retours que j'ai eus, il y a vraiment beaucoup de choses à parler sur la perte d'un enfant. Ouais. Je veux dire, la fausse couche. Parce que plusieurs grossesses d'abord se soldent en fausse couche. Mais vu qu'on ne libère pas la parole, vu qu'on n'en parle pas, on a l'impression que c'est une personne sur 1 million qui a une fausse couche. Donc quand vous perdez un enfant, vous avez l'impression d'être seul. Mais quand vous faites un peu le tour de membres de vos familles ou même de vos mamans, vous vous rendez compte que peut-être avant vous, elle a perdu un enfant, votre tante l'a fait, mais c'est resté sous le secret familial. C'est un peu comme tout ce qui est PMA in vitro. Il ne faut pas dire quand on le fait, parce que les gens peuvent penser que tu n'es pas une vraie femme, que tu n'arrives pas à concevoir. Et n'en parlons même pas encore pour les hommes qui n'ont pas la capacité de procréer. Durant... tu dis que ta femme et toi, vous essayez de rendre les gens forts. Est-ce que depuis, vous avez essayé d'avoir des enfants ? Si, mais pour le moment, ce qu'on se dit, en fait, c'est qu'on remet tout entre les mains de Dieu, tu vois. Maintenant, c'est à Dieu de décider, tu vois, un peu. Maintenant, c'est pas... On va pas stresser, tu vois, un peu. Du coup, il faut être fort, en fait, à un moment donné. Il faut être fort. Parce que si tu n'es pas fort, et un truc, Audrey, c'est que pendant cette période, quand tu perds un enfant, genre, la vie et la mort, en fait. Pour ceux qui ont vécu cette expérience, c'est que tu peux mourir soit d'un AVC. Tu vois, et on va accuser les sorciers parce qu'en fait, les familles en fait ne sont pas présentes, puisqu'ils mystifient tout. Et ça doit être un secret. S'il y a une personne dans la famille qui a eu un cas pareil, il ne peut pas te partager son expérience parce que dans la famille, on l'a fait comprendre que c'est un tonton qui a tué pour faire le femme là. En fait, c'est des choses stupides en fait. Tu vois. Du coup, alors que la personne qui a vécu cette expérience peut te partager, peut t'apporter beaucoup de choses. Moi, je connais il y a des couples, par exemple, ici, qui ont peut-être fait 7 ans, 8 ans. Ils n'ont pas eu d'enfant. 10 ans. Moi, je connais un tonton qui a fait carrément 12 ans. C'est après 12 ans qu'il a eu. Moi, je connais un tonton comme ça. Pas eu d'enfant avec sa femme. Tu t'imagines tout ce qu'on avait dit de sa femme. Mais après un jour, ils ont eu un enfant. Bam. C'est plus pour dire qu'avoir un enfant, c'est une grâce. C'est pas... Quand tu vois des gens... jeter les enfants dehors, en fait, tu te poses la question, Seigneur, des gens qui dépensent des millions. Il y a des gens qui dépensent des millions juste pour se faire traiter, mais ne pas même pas, juste pour te faire comprendre que c'est pas l'argent, mais c'est la grâce. Tu vois, là, une folle là, elle va coucher avec un mec là, elle tombe enceinte. C'est des choses en fait qu'on ne peut pas expliquer, c'est Dieu. Quel conseil tu donnerais aux gens qui sont passés par ce que tu as vécu ? De croire en Dieu, de laisser tout entre les mains de Dieu, parce que c'est très important, parce que c'est pas par notre propre force en fait que on a un enfant. Je me souviens d'un hôtel où je filmais ton hôtel avec l'ancienne, la feu DGA des brasseries du Cameroun, Patricia Berthelot. Oui, qui expliquait ça en fait. Elle était à 49 ans qu'elle a eu son premier enfant. 3 ans plus tard, elle est décédée. Et pendant toutes ces années, elle cherchait à avoir un enfant. Ouais, c'est vrai qu'elle avait dit ça dans le... Ouais, je me souviens bien. Je suis souvent, tu sais, parfois dans le film, on est très attentif. Ouais, elle avait dit ça lors de Hotol qu'on a fait. Est-ce que tu penses que la foi nous donne la force de tenir ? Ouais, parce qu'en fait, sans la foi, je pense pas que je serais resté debout. Tu étais quelqu'un de croyant ou c'est vraiment l'expérience là qui t'a donné la... Ouais, qui m'a donné cette force. Plus de force, ouais. Sans cette force, sincèrement, j'aurais lâché. Alors, tu dis que tu as été élevé par une famille belge qui t'a inculqué certaines valeurs proches ou lointaines de celles que ta grand-mère t'avait déjà inculquées ou ta maman. Quand tu as trouvé ta femme, tu as trouvé que vous avez des points communs ? Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... on n'avait pas beaucoup de points communs, sincèrement, parce que ma femme a une éducation, elle est très traditionnaliste dans ce qu'elle est. Tu vois, c'est une pure Bamileke de Bamundju, 100%, tu vois un peu. Donc, du coup, et les Bamundju sont en fait réputés pour des traditionnalistes. Elle, avec sa façon de vivre, et moi, j'avais... En fait, je peux dire que c'est juste c'est le pouvoir de l'amour, en fait. Tu vois, parce que ce n'était que par mes propres forces. On n'a pas trop... on n'a pas la même éducation. Moi, en fait, je suis un gars qui est libre, je suis un libertin, donc du coup...
J'aime bien, je peux... Et Il faut définir libertin, ça peut être interprété bizarrement. c'est que je sais pas comment définir, en fait... Tu es un homme libre. Je suis un homme libre, en fait. Et par exemple, je peux embrasser ma femme en public, ça me dérange pas, tu vois un peu. Il y a beaucoup de choses que je peux faire. Et les attouchements, les trucs, moi ça me dérange pas, tu vois un peu. Et avec ma femme, c'est pas ça. Tu vois un peu, c'est... On se cache derrière l'arbre pour faire le bisou. On se cache un peu derrière l'arbre pour faire le bisou, tu vois un peu. Il y a des choses que la famille peut très mal interpréter. Tu vois, pour moi si je t'aime, je dois exprimer mon amour aux yeux de tous, tu vois, c'est un peu ça. Ouais. Et justement, après 5 ans de mariage, elle a compris, elle s'est habituée, elle aime bien, elle préfère cette vie. Tu sais, quand tu épouses une personne, au moment tu es obligé aussi d'épouser son caractère et tout. Tu acceptes, à un moment donné tu acceptes. C'est des conflits, mais à un moment tu acceptes, tu vois. Et c'est aussi un problème parce que moi je suis artiste, elle est comptable. Donc pour elle, c'est une bureaucrate, tu vois. Quand elle va au boulot, elle est habillée en talons, truc. Du coup, moi je peux porter le jean destroy. Le jean destroy, elle n'aime pas. J'aime les kilos, elle n'aime pas. J'aime les tennis en fait. Elle n'aime pas, elle trouve que je m'habille toujours comme un jeune. Du coup, moi. Et en fait, il y a un peu ce conflit, en fait, tu vois. Et justement, quand on nous voit, on va dire, mais c'est ton épouse. Je dis, oui, c'est ma femme, du coup, parce qu'elle est en tenue d'âme et tout, du coup, ouais, c'est... Oh, c'est aussi ça qui est beau. Ouais. Alors, Dipo, après tout ce que tu as potentiellement vécu comme parcours, quelles sont tes relations avec ta mère aujourd'hui, de manière globale? Est-ce que tu aurais aimé qu'elle te dise qu'elle t'aime? Est-ce que tu aimerais qu'elle te dise encore aujourd'hui qu'elle t'aime? Est-ce que tu le lui dis? Enfin, quelles sont vos relations de manière globale? Ben, en fait, tu sais, j'ai accepté ma mère telle qu'elle est. Tu vois, j'ai compris qu'en fait, je sortais d'un autre monde. Elle était issue d'un autre monde, tu vois. Pas issue, bon, du moins j'ai grandi dans une famille qui m'a inculpé maintenant j'accepte ma mère, j'essaie de vivre comme elle, j'apprends, je l'aime en fait, donc du coup je ne l'en veux même pas du tout, parce que si je n'avais pas vécu cette expérience, je ne serais jamais devenu le garçon que je suis aujourd'hui. Et que tu aurais peut-être compris que tu n'auras même pas peut-être demandé cet amour là. Oui, je n'aurais jamais demandé manière. Ouais, cet amour de cette manière là, tu vois, du coup et ça m'a rendu quelqu'un de cultivé, parce que j'aime bien faire des recherches. C'est grâce à ça en fait, quand tu as ce melting pot, tu vois, il y a des choses que tu vois différemment en fait. Si je serais resté peut-être à ma mère, peut-être je serais peut-être aujourd'hui un fonctionnaire qui a une vie, tu vois, like, je me lève le matin, je vais à 15 heures au travail, je reviens, tu vois, juste sans réfléchir comment développer facilement mon mindset en fait. Ouais. Et aujourd'hui, tu fais quoi? Aujourd'hui, en fait, je vois la vie un peu comme... je veux devenir ce... Je ne sais pas comment je explique, en fait. Devenir quoi, comment je comprends. Non, mais aujourd'hui, tu deviens quoi? Parce que tu dis que tu n'es pas fonctionnaire. Tu fais quoi aujourd'hui? Je suis réalisateur. Je vois la vie différemment. Je me vois peut-être d'ici 5 ans être quelque chose, tu vois. Et aller au-delà, en fait, de ce que peut-être ma famille n'avait jamais pu penser. Et... si j'aurais voulu travailler aujourd'hui, avoir un salaire au cas de fonctionnaire, même dans l'audiovisuel, il y a beaucoup de postes dont j'ai refusé et décliné en fait. C'est Zach Carrie connaît en fait mon histoire et j'ai refusé des postes au PMUC où j'aurais pu gagner bien ma vie. Tu vois, il faut avoir un peu réfléchir un peu comme Diane en fait, comme Diane Audrey. Tu vois, qui a peut-être refusé, je suis sûr que tu as refusé de travailler à certains endroits, tu vois. Et j'aurais peut-être pu accepter, peut-être pour ma famille, j'aurais eu un bon job. Mais tu n'aurais pas été épanoui. J'aurais pas été épanoui, tu vois. Donc du coup, je veux devenir ce que je suis, je vais travailler dur, parce que pour moi, en fait, c'est de pouvoir relever le nom de ma grand-mère et aller à un autre niveau. Sur la scène nationale ou quoi, sur la scène internationale. En fait, je travaille pas pour moi, je travaille pour ma grand-mère, en fait. Tu vois, parce que j'ai tendance à dire, ma grand-mère avait 3 vêtements. Tout son argent, en fait, ça finissait sur moi, hormis de l'argent, hormis de ce que maman aidait à donner pour moi personnellement. Tu vois, elle s'occupait de moi personnellement. Hormis de ce que ma grand-mère prenait tout ça pour... J'étais dans une école privée, tu t'imagines, pour... Like that, pour dire qu'en fait, j'avais une vie... Tu peux pas savoir que j'étais un petit-fils
ménagère. Donc du coup, j'avais toujours cette vie, comme on dit, comme on dit, il y a tu vois un gars qui n'est pas bobo, qui se trouve dans une école de bobo. Mais alors que si tu as dans l'histoire, c'est qui n'est même pas un peu bobo. Tu vois, en fait, tous ses amis sont les bobos. Du coup, en fait, tu peux t'imaginer un peu l'éducation que ma grand-mère voulait pour moi. En fait. Oui. Alors, pour ceux qui ne savent pas, bobo, au Cameroun, c'est un... Enfant de riche. Ça veut dire enfant de riche. Voilà. Donc, tu vois un peu. Donc, du coup, c'est ça, en fait, que c'est l'éducation. Maintenant, pour moi, en fait, c'est quoi? C'est... Ma grand-mère n'a pas eu de garçon. Tu vois un peu. Donc, du coup, je suis le garçon qu'elle n'a pas eu. Et maintenant, pour refléter le nom de ma grand-mère, il faudrait que je travaille dur. C'est pour ça qu'en fait, je travaille dur, en fait. Alors, quel genre de papa tu aimerais être? Un papa câlin. Un papa qui aime ses filles, qui aime ses garçons, qui est toujours là. J'ai toujours dit à Dieu et à ma femme à 15 ans, je vais donner la première bague à ma fille. Oh, Ouais. oh, c'est mignon. Ah, c'est très beau de te voir assumer aussi ta sensibilité. Comment tu vis en tant qu'homme sensible au Cameroun? C'est compliqué parce qu'en fait, les gens ont des préjugés parce que pour eux, pour eux, on trouve que nous, les hommes comme nous, nos femmes nous ont maraboutés en fait. Ou vous ont écrasé, ou ce sont des dictatrices, des castratrices. Oui, mais en fait, je trouve que c'est stupide en fait. C'est qu'on a de l'affection pour notre femme, on a de l'affection pour nos enfants, pour nos futurs enfants, tu vois un peu. Et pour eux, je trouve qu'un père doit être plus sensible, il doit être plus proche de ses enfants. Et il doit être très attentionné parce que ce que nous les enfants, en fait, ils ont besoin des parents attentionnés. Parce que quand un père est attentionné, son enfant devient son meilleur ami. Parce qu'en fait, il peut te parler de ses problèmes sexuels, il peut te parler de ses problèmes, bon, ainsi de suite. Et ça peut l'éviter à faire beaucoup de bêtises. Un dernier mot? Merci. Déjà, Audrey, de m'avoir invité à ton émission, ça, j'ai beaucoup aimé. Alors, quel conseil pour conclure tu donnerais aux couples, en tout cas, qui ont perdu un enfant? D'être très fort. C'est vrai que c'est une période très très difficile. Parfois, certains couples peuvent même se séparer. Parce que on a des familles qui voient la sorcellerie à gauche et à droite. Et les amis qui nous intoxiquent, en fait, qui nous disent... il faut abandonner ta femme, ou bien la femme, il faut abandonner le gars, peut-être c'est un sorcier et tout. En fait, d'être fort, en fait, c'est maintenant qu'ils doivent prouver leur amour, en fait. Ils se sont dit oui. Et au travers de l'amour, ils vont vaincre leur ennemi. C'est tout. Merci beaucoup, Dipo. Merci. Chers auditeurs, nous voilà à la fin du 10e épisode de Si Maman m'avait dit, en compagnie de Dipo. J'espère que ces mots, son histoire, ces doutes vous apporteront un peu plus de lumière dans votre vie. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou sur Twitter en commentaire en utilisant le hashtag Si Maman m'avait dit. D'ici là, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Merci beaucoup.